réflexion et de rencontre, où les livres deviennent parfois des passerelles vers des conversations plus larges, plus nécessaires aussi. Depuis son ouverture, la librairie accorde une place importante aux voix féminines, aux récits de résistance, aux pensées critiques, aux histoires non promises de beauté, ou racontées à travers le regard des autres. Le féminisme fait naturellement partie des thèmes qui traversent nos rayons, nos choix de textes et les échanges que nous souhaitons encourager. À travers cet événement consacré aux femmes combattantes, nous souhaitons offrir un espace de dialogue autour du courage, de l'engagement, de la mémoire et de toutes les formes de lutte, visibles ou silencieuses, portées par des femmes à travers l'histoire et aujourd'hui encore. Parce qu'une librairie n'est pas simplement un lieu où l'on vend des livres, c'est aussi un endroit où l'on questionne le monde, où l'on découvre d'autres perspectives et où les idées circulent librement, dont le respect des différences et des expériences de chacun. Merci et bienvenue. Merci, Tristan. Bravo. Alors, je vais vous redire bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir à Bouclore pour cette rencontre autour du livre « Destin de femmes combattantes » de Valérie Pérez, autrice, fondatrice du podcast Destin de femmes et productrice de nombreux documentaires. Valérie Pérez donne ici la parole à des femmes très différentes. Mères, journalistes, survivantes, exilées, sportives ou anonymes, qui ont toutes traversé des formes de rupture, de violence ou de reconstruction. Ce qui frappe dans ce livre, c'est qu'il ne raconte pas seulement des combats visibles. Il parle aussi de ce qui est plus silencieux, l'emprise, la peur, le contrôle, le déracinement, la maladie ou la solitude, mais aussi la capacité à se reconstruire, à reprendre possession de leur histoire et de leur voix. Pardon. Ce livre résonne également d'une manière très personnelle. Dans son introduction, Valérie Pérez raconte sa propre histoire, une fuite avec ses enfants, l'emprise psychologique, puis la séparation forcée d'avec ses enfants après leur départ à Dubaï. Elle écrit « J'étais prisonnière d'un système sans barreaux ». Ce livre est donc né à la fois d'une blessure intime et d'un besoin de comprendre ce que vivent tant de femmes à travers le monde, celles dont les combats restent souvent invisibles, silencieux ou minimisés. Les récits sont écrits à la première personne, et c'est sans doute l'un des aspects les plus puissants du livre. Ces femmes ne sont plus racontées par d'autres, elles deviennent les narratrices de leur propre destin. Merci d'être parmi nous, Valérie. Merci, Séverine. Ça me touche, ce que vous venez de dire. Votre livre m'a beaucoup touchée, nous a beaucoup touchés. Je vais commencer par une citation d'Awa, puisqu'il s'agit d'histoires de plusieurs femmes, et donc je vais leur donner la parole. Je vais essayer de ne pas en dire trop, surtout. D'en dire suffisamment, mais pas trop. Donc, Awa dit « Il incarnait tout ce que je voulais fuir, une vie déjà écrite, une histoire où je n'étais pas celle qui tenait le stylo. Tous les récits sont écrits à la première personne, comme je viens de le mentionner. L'écriture devient ici un acte de réappropriation de soi. Alors, pourquoi donc ce choix était-il essentiel pour vous ? Quand j'ai écrit mon premier livre en 2021 et que j'ai eu ce prix politique Edgar Faure, c'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi à la narration. Comment j'allais pouvoir écrire les histoires de ces femmes ? Ça m'a pris longtemps, j'essayais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que pour finalement mieux ressentir leurs émotions, il fallait que je m'approprie un petit peu leur histoire. Alors, le premier livre, franchement, je ne savais pas où j'allais. J'étais pas aussi audacieuse que pour celui-là. Et ce livre-là, c'était non seulement vivre et m'approprier ce qu'elles pouvaient ressentir, mais c'est parce que je trouvais que c'était leur rendre hommage. Quand ces femmes, qui sont des femmes silencieuses, on entend leur histoire, en général, c'est des maris, c'est des amis, c'est des frères, des sœurs qui racontent leurs histoires. Elles sont finalement à côté d'elles-mêmes. Et finalement, en racontant leurs histoires elles-mêmes, comme si j'étais elles, et ben elles étaient partie prenante de leur propre destin. Et je trouvais que c'était le minimum que je pouvais faire, de me mettre à leur place, de ressentir leurs émotions. Et on se rend compte que dans chaque histoire de ces femmes, il y a une partie de nous-mêmes. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand ça va résonner, mais dans chaque histoire de ces femmes, on s'arrête et puis on se dit, ben, tiens, moi aussi j'ai vécu la même chose,
j'ai ressenti la même chose. J'ai eu ce sentiment-là à un moment donné, parce qu'en fait, une histoire de femme, c'est pour ça que le livre est coupé en deux et que vous voyez une demi-femme, elle est une et universelle. Il y a quelque part dans le monde une femme qui va ressentir la même chose que nous. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de l'écrire à la première personne du singulier. En tout cas, merci de leur avoir donné ou redonné une voix. Et c'est vrai que, alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, je ne sais pas, je pense que c'est pas mal d'entre vous, vous allez voir, ça résonne fort, en effet. Il y a beaucoup d'échos quand on lit, surtout en tant que femme, quand on lit ce livre. Maintenant, je vais redonner la parole à Sophie, qui dit « Si je raconte mon histoire aujourd'hui, c'est pour donner un sens à tout cela. » Ça doit vous parler aussi. Plusieurs femmes du livre semblent avoir longtemps vécu dans des récits écrits par d'autres, leur entourage, donc c'est ce que vous mentionniez, leur couple, leur milieu social, parfois même la société entière. Donc ce livre cherche-t-il d'une part à réparer cette invisibilisation, mais ce livre naît également de votre propre histoire. Est-ce qu'écrire et recueillir ces récits a été pour vous une manière de reprendre possession de votre propre narration? Alors évidemment, ce livre, sa première vocation, c'est de lutter contre cette invisibilité des femmes, contre ces silences, contre ces sourires de façade qui cachent souvent des histoires dramatiques. Quand on va à la rencontre de ces femmes et qu'on raconte avec plus de fidélité possible, en tout cas leurs histoires, c'est clair qu'on va aussi à la rencontre de soi-même. On n'écrit pas un livre comme ça par hasard. Je me suis souvent interrogée et je me suis dit, mais pourquoi en fait les histoires des femmes m'intéressent tant? Pourquoi ça me parle autant? Pourquoi j'y mets autant mon cœur? Pourquoi j'y mets autant de temps? Pourquoi j'y mets autant de réflexion? Et en définitive, on fait rien pour rien. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai ma réponse et que je crois qu'en ayant entendu ces femmes, en voulant leur rendre hommage, en faisant monter leur histoire sur scène, puisqu'on a fait un spectacle au rond-point des Champs-Élysées avec les plus grandes voix, des plus grandes comédiennes françaises qui ont raconté leurs histoires, ben, je trouvais que c'était leur rendre hommage. Et j'ai eu beaucoup d'émotions d'entendre justement les histoires de ces femmes sur scène, racontées par des stars incroyables. Parce que finalement, ces femmes qui étaient silencieuses et qui étaient dans des pays du monde les plus reculés, eh ben, elles étaient sur scène au rond-point des Champs-Élysées, dans l'une des plus grandes scènes de France. Donc, l'histoire des femmes, elle est une, elle est commune. Elle est une, mais elle est universelle. Et ce que je voulais faire, c'était leur rendre hommage, mais c'est surtout leur rendre leur dignité. Je pense que vous avez réussi et que, enfin, à la lecture de ce livre, ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est qu'à aucun moment on ne tombe dans le pathos. Il y a une manière d'embrasser et de transcender la douleur aussi vers quelque chose vers la vie, hein, en fait, qui est très très beau, qui donne de l'espoir et qui fait que voilà, on tombe pas dans un récit. On n'en ressort pas, comment dire, triste, avec l'envie de se renfermer, au contraire. Votre livre évoque évidemment des violences visibles, mais aussi des formes beaucoup plus silencieuses et pernicieuses. Et ça, pour moi, c'était très important d'en parler. L'emprise psychologique, le contrôle et surtout la dépendance financière. Une femme ne peut s'affranchir ni prendre sa vie en main sans indépendance économique. Et pourquoi était-il si important pour vous de montrer justement ces violences-là, celles qui sont moins visibles? Parce qu'en fait, dans ces violences que l'on voit moins, les souffrances sont souvent beaucoup plus grandes, parce que l'emprise, ça détruit quelqu'un, et qu'il faut des années en fait pour se reconstruire si on y arrive, et que l'emprise n'est pas encore vraiment connue chez les magistrats. Quand on parle d'emprise, maintenant peut-être un petit peu plus on en parle. Mais pendant des années, on ne savait pas ce que c'était. Et que je pense que toute voix qui se lève pour en parler, eh bien c'est un petit pas vers une reconnaissance quelque part. Et pour moi, les souffrances silencieuses
comme les souffrances psychologiques, par exemple, qui sont bien plus terribles que les violences physiques. Alors, je ne dis pas que c'est moins grave ou plus grave, je dis simplement que les violences physiques, on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Les violences psychologiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, qui sont beaucoup moins perceptibles. Et j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est quelque chose de très pernicieux en réalité. Vous pouvez vivre comme ça pendant des années sans vous rendre compte que vous êtes sous emprise et que vous n'êtes pas maître de vous-même et que finalement vous êtes dans une prison sans barreaux, comme je le disais au début de mon livre. Donc, je pense que quand on raconte sa propre histoire, il faut beaucoup de courage, mais c'est quelque part le début de la liberté. Ça commence là, la liberté. C'est quand vous allez vous dire, finalement, j'ai beaucoup moins peur de partir que j'ai peur de rester. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui commence. C'est le début d'une liberté. On sait que ça va être long, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est un long tunnel, on ne sait pas où on va. C'est le choix difficile, mais en tous les cas, c'est là où commence la vraie liberté. Et quand je parlais d'indépendance, c'est vrai que on n'y pense pas, parce que quand on se marie, on ne pense pas à divorcer. En général, on y va pour la vie, parce que nous, les femmes, on est des éternelles amoureuses. Mais quand on rentre dans ces procès juridiques, et ces stratégies juridiques, surtout comme dans mon histoire et tant d'autres, il y a plusieurs pays, donc on est plus dans une stratégie juridique que dans un procès. Alors on vous vend les divorces maintenant en vous disant ça va vite, ça coûte rien, vous avez même des avocats en ligne. Non, et cette asphyxie là, financière, comme vous le disiez, elle est terrible, parce que si vous n'avez pas le droit à cette liberté fondamentale, le droit de vous défendre, alors vous perdez tout. Vous perdez vos enfants, vous perdez votre avenir, et quelque part, c'est un petit peu mourir. Alors moi, pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes? Parce que les femmes, elles chutent, elles se font des fois très très mal, mais elles se relèvent. Et quand elles se relèvent, eh bien, toute cette souffrance, elle est transformée en force. Et je pense vraiment qu'il y a une force spécifique pour les femmes. Elle existe depuis toujours. On se bat pour élever nos enfants, on se bat pour travailler, on se bat avec souvent cette difficulté intérieure à comprendre pourquoi la vie est dure en réalité, cette charge mentale dont on parle si peu. Mais je pense que cette force féminine, elle existe, elle n'est pas conceptualisée, peut-être plus aujourd'hui, mais depuis toujours. Merci. J'aimerais parler, parce qu'on parle beaucoup de femmes, mais ce livre parle aussi d'hommes. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les hommes ne sont jamais présentés de manière monolithique. Donc on a vraiment un panel très 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 large. Donc il y a des figures destructrices, il y a aussi des hommes profondément aimants et soutenants. C'est ce qui m'a touchée. Et je pense que ça correspond tout à fait à la réalité. Au fond, à travers ces femmes combattantes, vous brossez également un portrait assez complet de l'humanité, de toutes les configurations que l'on peut y trouver. Alors, c'est vrai que au départ, quand j'ai écrit ce livre, il y a beaucoup d'organisations féministes qui m'ont écrit et qui m'ont dit « Oui, mais attendez, c'est trop soft, c'est trop light ». Et j'ai dit, je ne comprends pas, expliquez-moi ce que vous voulez dire. Oui, mais vous comprenez, c'est les hommes contre les femmes, sinon ça ne peut pas marcher, on n'y arrivera pas. J'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Et quelque part, je pense que nous les femmes, on est 51% de la population. On nous a toujours considérés comme une minorité. Il n'est pas question de dire aux hommes qui comprennent les souffrances des femmes de ne pas nous accompagner en fait dans cette lutte, parce que c'est une lutte qui doit être commune. C'est pas les uns contre les autres en fait. Il y a des hommes qui sont formidables, qui nous accompagnent, qui se battent, et ceux-là, eh ben, on leur dit you're welcome. Surtout accompagnez-nous. Et j'en ai rencontré des merveilleux. Oui, il y a des hommes qui sont destructeurs, mais on peut pas mettre tous les hommes dans le même ensemble et toutes les femmes dans le même ensemble. C'est juste pas possible. Ce serait grotesque d'ailleurs.
Donc oui, c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, les hommes qui sont, on va dire, féministes, parce que c'est le terme approprié, mais qui sont pour une égalité entre les hommes et les femmes. Alors moi, je ne parle pas d'égalité de genre. Une femme restera toujours une femme. On n'a pas les mêmes forces physiques. On ne sera jamais des hommes. Mais par contre, je parle très clairement d'égalité de dignité. Et il y a beaucoup d'hommes qui comprennent qu'aujourd'hui, pourquoi ils comprennent? Parce qu'aujourd'hui, ces hommes, ils ont des femmes, ils ont des filles qui sont par exemple sur le marché du travail, qui font les mêmes études que les hommes. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles ne vont pas avoir les mêmes salaires, donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à une égalité salariale en tout cas. Donc ces hommes-là, bien sûr qu'ils nous accompagnent et moi je les accueille avec plaisir. Ils viennent sur mon podcast très souvent, ils nous racontent qu'en fait s'ils sont arrivés à ce qu'ils font, c'est souvent grâce à des femmes qui leur ont appris ces valeurs d'amour, ces valeurs de respect. Et ils avaient envie de nous accompagner, mais ils se sentaient exclus. C'est vrai, quand on entend une femme violée, les hommes ils disent moi j'ai envie de dire ce que je pense, mais quelque part j'ai l'impression que c'est pas ma place. Je leur dis non, c'est aussi votre place. Et on est content que vous soyez là pour nous accompagner. Et vous disiez que ces hommes ont des femmes, des filles, mais aussi des mères. Et on peut parler du rôle des mères dans l'éducation des futures générations et dans cette forme d'ouverture, parce qu'en fin de compte, la petite graine, elle est semée très très tôt dans leur esprit, et il faut vraiment les inviter à penser de la sorte. Vous savez, moi j'ai 4 garçons, et quand on a des garçons, je viens d'une famille de filles, donc pour moi ça a été compliqué. Je me suis dit mais mon Dieu, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu ce modèle, comment on fait pour élever les garçons? Alors bon, j'ai essayé de faire comme j'ai pu, en essayant des fois de compenser, parce que c'est vrai que quand même il faut les guider, les garçons, les comprendre dans leur psychisme, etc. Et puis un jour, j'étais jeune journaliste, très jeune journaliste, j'ai interviewé Pierre-François, qui est décédé, paix à son âme, et Jean Veil, les enfants de Simone Veil. Donc ils étaient tous les deux jeunes étudiants en droit, puisque ce sont devenus des brillants avocats. Et puis je leur ai demandé de me parler de leur mère, en fait. Il faut savoir que la vie, en fait, rien n'est pour rien, et je le dis parce que on a su des années plus tard que mon grand-oncle, qui était le président des portés juifs de France et qui était juif séfarade, et pas ashkénaze, c'est quand même très étonnant, était le meilleur ami de Simone Veil. On ne le savait pas, il ne nous en a jamais parlé, il était très secret sur sa vie, comme ces déportés qui ont mis des années avant de parler de leur vie. Et je leur ai dit, mais comment vous élevez votre mère? Parce que quand même, la loi contre l'avortement, la défense des droits des femmes, c'est pour nous une référence, Simone Veil. Ben, ils m'ont dit, c'est très simple. Dès qu'on disait quelque chose contre les femmes, et bon, on recevait la carafe d'eau qui était sur la tête, qui était sur la tête. Ben, j'ai dit, ben voilà, c'est peut-être ça la bonne idée, peut-être qu'il faut faire. C'était sa méthode à elle. Et en fait, moi, ils m'ont dit, ça nous est arrivé une fois, puis c'est plus jamais arrivé parce qu'on a eu peur de recevoir encore la carafe d'eau sur la tête. Mais je pense qu'il y a des choses comme ça, frapper du poing sur la table et dire, attendez, vous avez une responsabilité par rapport aux femmes, vous devez respecter vos femmes. Un homme sans une femme, ben, ça va nulle part, et une femme sans homme, ça va nulle part. Et c'est vrai que c'est ces valeurs-là de respect, d'égalité, de dignité qui me sont importantes. Merci, je pense qu'on est assez d'accord. Je voudrais donner la parole cette fois-ci à Anna, qui, je la cite, Anna dont le frère était soldat en Ukraine, donc jeune Ukrainienne qui s'est expatriée à New York, et qui elle, ne pouvait pas accompagner son frère, qui écrit « Je me bats avec mes mots ». Ça, j'ai trouvé que c'était très fort aussi comme phrase. Vous utilisez le mot « combattante », justement. Quelle différence faites-vous? Alors, vous y avez fait allusion un petit peu. Quelle différence faites-vous entre résilience, survie et combat? À travers ces récits, on a le sentiment qu'il existe véritablement une forme de résilience intrinsèquement féminine, une capacité à continuer, à reconstruire, à tenir malgré l'effondrement, souvent dans le silence. C'est beau, c'est beaucoup de questions à la fois. Alors, survie. Oui. La survie, en fait, quand on survit, c'est qu'on tient. Oui. On tient. La résilience, c'est se reconstruire. Le combat,
c'est quand cette souffrance, on la transforme en force. Pourquoi des femmes combattantes? Parce que pour moi, on est toutes des combattantes. Et que le mot combattante, il a quelque chose de très vivant. Il a quelque chose même de politique. Et je trouvais que le mot combattante incarnait toutes les femmes. On ne parle pas que de combattantes sur les zones de guerre, etc. On parle du combat au quotidien. On parle du combat de la vie. On parle des épreuves dont il faut essayer de s'en sortir. On parle de la maladie. On parle du divorce. On parle du harcèlement. On parle de toutes ces problématiques qui sont des problématiques de femmes dans le monde entier et qui sont universelles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre ce mot combattante, parce qu'on parle souvent des femmes qui sont des femmes connues, on parle souvent des histoires dans la presse, mais il y a des femmes qu'on ne connaît pas, elles ne vont pas du tout faire la une des journaux, elles ne vont pas être sous les projecteurs, on ne va jamais en parler d'elles, mais ces femmes-là, c'est des femmes qui luttent. Et en fait, je leur dédie ce livre. C'est-à-dire que pour toutes les femmes qui sont connues, évidemment, puisqu'on en parle, elles ont la chance de pouvoir raconter leurs histoires ailleurs, mais pour toutes celles qui ne sont pas connues, sachez que votre souffrance compte, votre courage compte, et que votre vie compte, et qu'il faut oser parler. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de résilience vraiment intrinsèquement féminine, qui ne ressemble pas à la résilience, à la combativité que peuvent avoir les hommes, une forme vraiment particulière, singulière de résilience féminine? Oui, oui. Je pense que de par notre fonction dans la société, pour l'instant, en tous les cas, c'est comme ça. Peut-être que dans 50 ans, avec les progrès médicaux, les hommes pourront porter des enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc oui, il y a une forme de résilience qui est particulière, parce que quand vous portez des enfants, vous avez une fonction, la fonction d'être mère. Personne ne peut vous remplacer. Personne ne peut faire le travail et personne ne peut donner ce que donne une maman. Un homme ne peut pas allaiter un enfant. Un homme ne peut pas emmener son enfant comme nous. On les amène, ils font autre chose. Les rôles sont bien distincts. Et cette résilience, une femme par exemple, qui est dans le monde du travail et qui doit s'arrêter de travailler à un moment donné parce qu'elle veut élever son enfant, quand elle va revenir, moi ça a été mon cas, puisque j'ai travaillé dans de nombreuses rédactions, je n'ai pas retrouvé mon poste. Il a fallu recommencer. Et on le fait avec beaucoup de résilience, sans jamais se plaindre. Et je pense que c'est quelque chose qui nous conforte dans une renaissance à chaque fois. C'est-à-dire que ces défis, ce sont des vrais défis qu'on relève, nous façonnent une personnalité où on devient quelqu'un d'autre à chaque fois. Alors je ne dis pas que les hommes n'ont pas de résilience, évidemment ils en ont, mais c'est juste pas la même. Vous parliez de femmes qui étaient anonymes, pas connues. Alors on connaît tous les grandes femmes scientifiques ou celles qui ont combattu pour les droits de la femme ou autres, mais là on parle de femmes combattantes qui ne sont pas connues. Justement, vous avez choisi de raconter des héroïnes du réel, anonymes, et pourquoi était-il important de mettre en lumière des combats? Alors, je n'aime pas le terme ordinaire, mais ce sont des combats du quotidien dont vous parlez, plutôt que des figures déjà célèbres. Parce que je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que les figures célèbres, tout ce qu'elles ont fait, elles nous ont énormément aidés, elles continuent à énormément nous aider. Je pense Simone Veil, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, et encore... Enfin, je vous en cite que quelques-unes, parce qu'il y a des femmes qui sont absolument incroyables. Et encore toutes celles qu'on ne connaît pas, parce qu'on leur a pris leur œuvre et leur découverte au profit d'hommes. Au fur et à mesure, on découvre ce que les femmes ont fait pour l'humanité, aussi bien en matière de médecine que de sciences, etc. Mais moi, je pense que les vraies héroïnes, comme vous les appelez Séverine, c'est les femmes du quotidien. C'est vous, c'est nous, c'est toi. Et pour moi, c'est quelque chose qui mérite en fait qu'on s'arrête et on se dit, mais
la vie des femmes, quand elle commence à être racontée, elle est toujours incroyable. N'importe quelle femme, elle va vous raconter une histoire à un moment donné de sa vie, vous allez dire waouh, elle a vécu ça, et elle a avancé, puis elle s'en est sortie, et puis il y a eu des réussites incroyables, et puis moi ça m'impressionne en fait, ce que demande cette société aux femmes. On nous demande de travailler, on nous demande d'être mère, on nous demande d'être épouse, et puis aujourd'hui on a un petit peu nous une génération sacrifiée, parce qu'on nous demande tellement de choses qu'on ne sait plus trop comment faire. En fait, les hommes, ils n'ont pas bien compris que oui, il y avait encore, on était quand même encore en pleine évolution. C'est pour ça que, à un moment donné, ça ne va plus. On n'a pas eu d'exemple de cette société dans laquelle on vit aujourd'hui. Moi, mes parents ont toujours été mariés. Ma mère, elle avait sa place à la maison. Elle n'a jamais travaillé. Mon père, c'était celui qui ramenait l'argent à la maison. Puis moi, je suis tellement différente de ce qu'étaient mes parents. Donc on est sacrifié parce qu'on n'a pas eu d'exemple, on ne nous a pas appris. On navigue encore en eau trouble. Donc moi, ces femmes-là, n'importe quelle femme, m'inspire, celles qui osent, celles qui ont de l'audace, celles qui veulent y aller, celles qui brisent les codes et celles qui veulent être libres. Parce que la liberté n'a pas de prix en réalité. Pour être heureuse, comme vous le disiez tout à l'heure, Séverine, il faut être aligné. C'est un mot que j'aime beaucoup. Pour arriver à cet alignement, il faut faire le choix qui souvent nous coûte cher. Et coûter cher, c'est comme vous le disiez, le prix des avocats, le prix d'une direction qui paraît être un tunnel et on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. À un moment donné aussi, envie de changer de vie, de prendre une direction professionnelle qui était passée. Combien de femmes j'ai rencontrées qui m'ont dit, tiens, une cette semaine, elle a travaillé chez L'Oréal pendant 30 ans, elle avait un poste incroyable, elle avait un salaire de fou. Un jour, elle a dit, stop, je veux créer ma boîte. Mais comment vous allez créer une boîte alors qu'il y a tellement de concurrence dans le domaine de la cosmétique, de la beauté en France, de L'Oréal, mais enfin toutes. Et elle a réussi. Aujourd'hui, elle est avenue Victor Hugo, elle a une marque incroyable et elle cartonne. Et moi, ça me donne de l'espoir et ça doit nous donner de l'espoir parce qu'il y a tellement d'injonctions qui nous disent, mais vous n'allez pas y arriver, c'est compliqué. Il y a tellement de concurrence et d'un an, en fait, chaque destin est individuel, chaque histoire est individuelle. Il ne faut rien écouter, il faut y aller, il faut foncer. Moi, en tous les cas, c'est ce que j'ai fait. Bon, je ne m'en suis pas encore sortie, donc je vous parle, mais c'est toujours très compliqué. Mais je sais que je vais y arriver. Et j'ai tellement rencontré de femmes qui sont arrivées. Il faut y aller, quoi, il faut foncer. En fin de compte, dans cette salle, nous sommes toutes des femmes pionnières, une génération de femmes pionnières. Parce que, comme vous le disiez, nous sommes toutes, je pense, ici en rupture avec le modèle que l'on a connu en grandissant. Oui, c'est pour ça que je parle de génération sacrifiée. C'est pour ça que je pense que nos générations d'avant ont fait le boulot quand elles sont descendues dans la rue, les fameuses 68ardes, et qu'elles ont réussi à faire avancer la loi en matière de vote, en matière de droit, en matière d'avortement, en matière de liberté de son corps, liberté de choix, liberté de travail, liberté de choisir un boulot même dans un univers super masculin. Aujourd'hui, c'est possible. Mais aujourd'hui, nous, on avance ensemble avec les hommes. Et je pense que c'est ça la vraie nouveauté. C'est qu'on ne pourra pas y arriver seul. On ne peut pas se dresser les uns contre les autres. À un moment, il faut comprendre que la guerre, elle ne sert à rien. D'ailleurs, moi, je pense que pour avoir vécu dans des zones en guerre pendant des années, puisque j'ai fait des documentaires dans différents pays du monde, moi, je suis persuadée que la guerre ne sert à rien. Je pense que l'être humain, c'est soit il y arrive ensemble parce que de toute façon, il n'a pas le choix, ou bien c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, c'est des pertes humaines. On doit y arriver ensemble, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre culture, l'avenir, il est ensemble. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment, et je parle d'autre chose, mais on n'a pas suffisamment d'exemples de valeurs républicaines aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la République ? Pourtant, tout le monde le sait, liberté, égalité, fraternité. Je rajoute démocratie, je rajoute laïcité. Et moi, je n'entends pas de gens nous parler de ça, en fait. J'entends beaucoup de haine. J'entends beaucoup de débats à la télévision où on dresse les uns contre les autres. Les religions les unes contre les autres. Enfin, comment c'est possible ? Comment on peut stigmatiser les musulmans, les juifs, les catholiques ? Enfin, c'est pas possible. On est des êtres humains, ça parle d'humanité, là. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien partout. Donc, oui, ça fait de l'audience. Mais qu'est-ce que ça fait comme mal à l'humanité, alors ?
Et moi, je me battrai toujours contre ça. Pour avoir vécu dans des zones en guerre, pour être rentrée dans des endroits vraiment compliqués, je pense que l'amour d'une mère, c'est l'amour d'une mère. L'amour en général, c'est l'amour en général. Et que tant qu'il y aura des discours comme ça de haine, on n'y arrivera pas. Et je pense que il faut lever la tête. Et il faut dire stop. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Valérie, pour cette conversation généreuse et très humaine, puisqu'il s'agit bien d'humanité, pas seulement de femmes combattantes, mais d'humanité. À travers ces récits de femmes, vous nous rappelez que derrière chaque destin individuel se jouent aussi des questions universelles. La liberté, la reconstruction, la transmission, la dignité et la capacité de reprendre possession de sa propre histoire. Merci également à vous tous et à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents ce soir à Bouclore pour partager ce moment d'échange et de réflexion. Nous allons maintenant ouvrir le dialogue avec le public. Si vous avez des questions, je suis sûre que vous en avez. Et la rencontre se poursuivra autour d'un moment convivial. Et si vous n'avez pas encore fait signer votre livre, c'est le moment de le faire. Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous avez dit au tout début de l'interview que le combat féministe passe par une réappropriation, et notamment une réappropriation de son histoire. Mais à part cela, quelle autre réappropriation doit s'effectuer chez la femme pour mener le combat féministe? Tu peux le garder, tu le donneras. Alors, la question, elle est large. J'ai parlé de réappropriation de son histoire, c'est-à-dire être maître de sa vie. C'est-à-dire ne pas être à côté de soi-même. Il y a beaucoup de femmes qui sont à côté d'elles. Elles ne vivent pas leur vie pleinement. Elles ne le savent pas, parce qu'elles sont dans une vie où elles sont embarquées dans des histoires incroyables. Je le disais tout à l'heure, le mari, les enfants, le travail. Et quelque part, ça s'appelle être à côté de sa vie. Alors moi, je trouve que chaque femme a le droit de choisir sa vie. Il faut juste qu'elle la vive pleinement. Donc, se réapproprier sa vie, c'est se dire que la vie qu'on est en train de vivre, on l'a vraiment choisie et c'est vraiment la vie qu'on veut. Et à partir du moment où la réponse, elle est positive, alors tout va bien. Voilà. Il y a d'autres questions? Bonjour, merci beaucoup pour votre récit, vos récits. Vous avez parlé de génération sacrifiée. Alors moi, j'ai un papa qui est né en 1928, donc on est dans cette période, et quand maman n'a jamais travaillé, elle a élevé ses deux filles. Et moi, j'ai pas l'impression d'être cette génération sacrifiée, au contraire. J'ai un papa qui était très militant et qui n'avait à cœur qu'une chose, c'est que ses filles aient un travail. Et pourtant, il maintenait, entre guillemets, bien sûr, maman dans un confort social qui était tout à fait correct. Et ça, visiblement, ça ne le gênait pas. Mais nous, enfin, je parle pour ma sœur et moi, qui a 10 ans de plus, j'ai pas l'impression qu'on soit cette génération sacrifiée. Au contraire, alors peut-être que papa est singulier, mais je crois pas. Il est décédé maintenant, mais j'ai pas ça. Donc j'aimerais bien que vous. Moi, je suis en 70, je suis pas de quelle génération. Moi, quasiment pareil que vous. Alors après, peut-être que ça dépend de la culture. Peut-être que votre père était avant-gardiste et qu'effectivement, il a expliqué à ses filles qu'il fallait justement avoir un travail, être indépendante, etc. Ça arrive. Peut-être que c'est je pense à la période de l'après-guerre. Peut-être que c'est ça aussi qui a joué. C'est possible. Moi, mon père est un peu plus jeune que le vôtre. Et nous, on est arrivés dans une génération où ma mère n'avait jamais travaillé. Mais je ne parle pas que de moi, attention. Je parle de toutes les femmes que j'ai rencontrées en général. Et c'est vrai que la génération d'après, c'est-à-dire les plus jeunes aujourd'hui, les jeunes hommes, par exemple, de 35 ans, sont beaucoup plus féministes que les plus âgés. Je pense que cette génération-là d'hommes, de notre génération à nous, c'est-à-dire les hommes qui sont nés entre 60 et 65, ont beaucoup plus de mal à suivre cette évolution que les jeunes aujourd'hui de 35 ans qui ont bien conscience, et ça je peux vous le dire, parce que moi je travaille en télévision, dites-vous en télévision, comment ça peut être phallocrate et sexiste et comment c'est compliqué pour une femme d'y arriver. Je peux vous dire que les hommes de 35 ans ont beaucoup plus conscience de la place des femmes aujourd'hui. Donc bravo à votre papa de vous avoir donné ces valeurs et vous avoir dit, écoutez,
il faut travailler pour être indépendante. Moi, ma mère, elle me le disait aussi, mais elle le disait parce qu'elle-même n'avait pas cette liberté et elle ne voulait pas qu'on fasse les mêmes, les mêmes erreurs. Mais par contre, du côté de mon père, pas du tout. Et d'ailleurs, il ne comprend pas. Il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu as écrit un livre sur les femmes. Qu'est-ce que vous voulez, les femmes? Ben, je lui dis rien, on veut juste l'égalité, dignité. Il ne comprend pas encore et je crois qu'il ne comprendra jamais. Et nous, on vient de cette famille-là. Et il y a de nombreuses femmes que j'ai vues, entendues, interviewées, de notre génération, qui viennent de ce genre de famille aussi. C'est dur de briser les codes. C'est dur d'arriver à un moment et de dire, ben non, maintenant, ça va changer. Ma femme et ma fille, elles ne vont plus faire comme ma mère. Compliqué. Mais on va y arriver. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Oui, merci. Valérie, merci pour cette rencontre magnifique. J'ai une petite question. Vous avez parlé de femmes silencieuses, effacées, de femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer, à parler, etc. Comment vous voyez dans une société patriarcale, comment vous voyez les premières étapes à entamer, les premières étapes à faire pour pouvoir justement briser un petit peu, parce que si ces femmes sont renfermées, si elles se taisent et elles ne s'expriment pas, c'est parce qu'elles sont sous un conditionnement et une culture qui est un petit peu fermée. Et comment vous voyez les premières étapes à faire pour pouvoir sortir de ce film? Merci pour la question, Wafa. Alors, c'est vrai que les étapes, elles sont complètement individuelles. On ne peut pas faire une généralité, il n'y a pas un cahier des charges pour dire voilà comment on doit faire pour sortir du silence. Moi, ce que je voudrais d'abord, c'est dire bravo au Maroc. Parce qu'au Maroc, il y a énormément d'associations qui aident les femmes. Votre roi veut vraiment faire en sorte que les femmes soient heureuses au Maroc. Il a lu mon livre, donc on me l'a fait savoir. Et je suis vraiment contente d'être ici parce que c'est un pays, le Maroc, où les femmes sont profondément libres quand même. Il y a beaucoup de femmes qui vivent seules. Il y a beaucoup de femmes qui refusent le mariage, par choix. Je n'ai pas dit que le mariage, c'est pas bien, mais par choix, on les laisse un petit peu vivre comme elles en ont envie. Et ça, moi, je trouve ça plutôt bien. Maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il se passe quelque chose. Ça peut être un détail. Ça peut être le dénigrement de trop. Ça peut être l'humiliation de trop. Ça peut être la phrase de trop. Et là, il y a le déclic. Mais il n'y a pas de recette, en fait. Il n'y a pas de recette magique. Et je pense que les femmes, plus on en parlera, moi, vous savez, quand je suis partie, je ne me rendais pas compte, en fait, de cette situation. Mais par contre, après, les langues se sont déliées. On me dit, mais si tu nous avais dit ça, mais si, rappelle-toi, tu nous avais dit ça. Et pour moi, c'est passé comme ça. Je me suis pas posée, en fait, sur cette situation qui, finalement, ne m'a amenée que où je suis allée de manière naturelle. Mais je pense qu'il faut parler, s'entraider. Vous savez, il y a un mot qui est nouveau, qui s'appelle la sororité. Ça n'existait pas. On parlait seulement de la sororité. Bon, c'est pour les femmes, la fraternité pour les hommes. C'est quelque chose qui est très important. Et je pense que ces mains tendues, elles viennent de femmes. Elles viennent de femmes qui ont vécu ce genre de situation, qui ont vécu ce genre de chute et qui se sont relevées. Et des femmes qui vont vous tendre la main et qui vont vous dire, là maintenant ça suffit, pars et viens chez moi. Vous y allez, vous dites, mais pourquoi elle fait ça en fait? Et bien c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent dans un moment d'une vie que vous n'avez pas prévu et qui vous amènent dans un chemin qui est un chemin complètement initiatique, en fait, nouveau, pas prévu, et puis on s'en sort. Donc ne pas être aveugle, je pense, voir, ne pas lâcher, entendre, aider, et se dire qu'on est là les unes pour les autres. Voilà. Merci Valérie. J'ai une question. Je m'adresse à l'auteur. À l'auteur. Vous avez parlé du destin de 15 femmes. Pardon? Vous avez parlé du destin de 15 femmes. Oui. Moi, j'ai l'impression que vous parlez du destin d'une seule femme, qui est le vôtre. De mon destin, moi? Oui, parce que en vous écoutant, j'ai eu l'impression que vous vous mettez en scène à travers l'histoire de ces femmes. Alors, j'ai pas du tout parlé de moi dans le livre, jamais.
Il y a juste la préface où effectivement je raconte ma fuite. Cette peur qu'on peut ressentir quand vous fuyez un pays qui n'est pas le vôtre. Je ne voulais pas le faire parce que j'aime pas parler de moi. Mais mon éditeur m'a dit, quand même, tu parles de femmes, il faut quand même que tu racontes ce qui t'est arrivé. Mais par contre, vous avez raison. Dans chacune de ces femmes, il y a un peu de moi. Dans chacune de ces histoires, je vais me dire, bah oui, moi aussi, j'ai vécu ça. C'est pour ça que ça me touche tellement, en fait. C'est pour ça que c'est pas simplement un livre. C'est pour ça que ça m'habite. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis sur... C'est un concept, en fait, des saintes femmes. C'est pas juste un livre que j'ai écrit. Je pense vraiment que l'écriture, ça vous permet d'aller à votre rencontre, ça c'est sûr. Mais c'est pas un livre parmi les autres. C'est-à-dire, il y a eu ce premier livre, il y a eu le podcast, il y a eu la pièce de théâtre, il y a eu l'association, il y a maintenant ce deuxième livre. Moi, je vis avec ça. Ça m'habite, en fait. Et quand j'entends des histoires de femmes, je ne vais pas l'entendre de la même manière que les autres. Parce que j'ai tellement écrit sur les femmes, il y a tout le temps quelque chose qui va me dire, tiens, elle m'a dit ça. Puis alors, cette femme-là, soit je vais prendre son numéro de téléphone, soit je vais dire, au fait, est-ce que cette femme-là, elle vit toujours ça? Parce qu'il y a des signes, il y a des choses. Donc oui, vous avez raison. Ces histoires-là, pas toutes, hein, mais il y a des parties de ces femmes qui sont ma vie à moi, c'est vrai. Même les exemples que vous avez donnés, à chaque fois, je dis le jeu qui se répète. Là, on a l'impression de vous entendre parler de vous. Non, je parle d'elle, mais je mets la première personne du singulier. Parce que je ne veux pas qu'elle soit à côté d'elle-même. C'est leur histoire. Je m'appelle Awa. Je m'appelle Saria. Parce que c'est leur histoire. Et elles ne doivent pas être racontées par quelqu'un d'autre. C'était un parti pris. Hein. J'avais pas envie de dire, elle s'appelle Saria, elle a vécu ça. C'est son histoire à elle. Elle mérite d'être connue. Elle mérite d'être racontée. À la première personne du singulier. C'est une affirmation. Ok, je peux enchaîner? Oui, je vous en prie. Non, maintenant, vous écoutons maintenant, parce que moi, je ne voulais pas de la chance de lire le livre. Maintenant, les exemples que vous avez cités, ce sont vos propres exemples. Alors, quel exemple, par exemple? Dites-moi. Moi, j'ai noté beaucoup d'exemples. Moi, je note le jeu qui se répète. À chaque fois, vous parlez de votre vie, de votre famille. Moi, pas de, par exemple, l'exemple de Aïcha, l'exemple de Valérie, l'exemple de Mimouna, etc., etc. Donc ça, je me pose la question, si ce n'est pas une affirmation, je me pose la question, est-ce que Valérie se met en scène à travers l'histoire de ces femmes? Alors, qu'est-ce que vous avez retenu dans mon livre qui parle de mes enfants et de moi? Moi, je n'ai pas encore lu votre livre. C'est un problème. Je vais le lire. Ça vaut le coup. Je vous le recommande vivement. Non, je ne parle absolument pas de moi dans ce livre. Il n'est ni question de moi, ni question de mes enfants, ni question de ma vie. Il est question de ces femmes. Voilà. Mais peut-être qu'un jour, j'écrirai ma vie. Je ne suis pas sûre. Peut-être. C'est allumé? Oui. Alors, moi, comme je l'ai lu, en plus, Valérie est mon amie, je peux vous dire qu'elle ne parle d'elle que dans le prologue. Oui. Et que ça a du sens. Parce que quand on lit un livre, et en effet, c'est le deuxième, les saintes femmes, ce sont des femmes du monde entier, de culture, de classe sociale complètement différentes. Séverine a pris quelques exemples de ces femmes, Sophie, je ne sais plus. Mais ce qui est important, en fait, dans cet engagement, c'est que, et le prologue où Valérie dévoile ce livre un petit peu, il est encore plus nécessaire parce que quand on voit Valérie, quand on ne la connaît pas, vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas la connaître là ce soir, vous pouvez avoir l'impression que c'est une femme privilégiée qui a tout, journaliste depuis 30 ans, la télé, présenter de journal, etc. Elle a vécu dans plein de pays et que la vie est merveilleuse. En fait, vous lisez le prologue, là vous vous dites, le problème des femmes, le destin des femmes, il n'est pas unique, il n'est pas linéaire, et même dans un milieu, entre guillemets, privilégié,
peut y avoir des souffrances et des cassures, des fêlures très fortes. Et je pense que pour toutes les femmes et pour tous les hommes, parce qu'en effet, Séverine a dit qu'elle ne présentait pas, c'est pas un livre contre les hommes, c'est un livre plein d'amour justement pour les hommes. Donc lisez-le. En fait, moi j'ai un conseil, lisez tout le livre et vous finissez par le prologue. Voilà. Merci Stéphanie. Merci Valérie pour cette conférence que j'apprécie énormément. Je vous remercie aussi Papa qui m'a invité et m'a parlé beaucoup de vous. Moi, c'est pas une question, c'est juste un témoignage. Je me présente, Hélène Peltouzis, je suis fondatrice du Women Excellence Academy. C'est une académie que j'ai créée en 2019, que j'ai appelée au début Business Women Club. Et au fil des temps, il y a eu le corona et je l'ai bacardé un petit peu, je l'ai reprise il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout à l'heure vous avez dit la femme elle tombe, elle retombe et elle se relève. Au fait, c'est mon cas. Alors, je me suis vue un petit peu dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et avec toute l'expérience que j'ai eue et tout ce que j'ai fait dans ma vie, aujourd'hui, je me dis, c'est mon devoir d'aider la femme. Donc, vous écrivez. Moi, j'intègre ces femmes-là dans mon académie pour les accompagner. Donc, je n'ai pas que des femmes entrepreneurs, j'ai aussi des femmes retraitées. J'ai des femmes qui ne font absolument rien. J'ai des femmes malheureuses, j'ai des femmes seules et que j'accompagne dans leur vie privée et professionnelle en même temps. Et je leur dis que la vie est belle, la vie continue. Et je leur ai donné beaucoup d'espoir. Et j'en ai quelques-unes qui ont vraiment repris goût à la vie grâce aux conseils. On fait des ateliers, on fait des formations, on fait des événements. Et comme elles ont vu tout ce que j'ai fait, donc ils ont trouvé ça magnifique. Ça les a beaucoup aidées. Et puis voilà. Mais c'est bien, c'est justement, voilà, on se rend compte que voilà, la parole aide. Bravo pour ce que vous faites. Bravo. Tu as d'autres questions? Moi j'ai une dernière question, c'est un petit point d'histoire. Vous avez dit que les 68 tardes ont bien fait leur boulot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elles auraient bien fait leur boulot? Parce elles sont descendues dans les rues, parce que c'était quand même quelque chose, quand on revoit les images historiques de ces femmes qui sont descendues, qui se sont mises vraiment en difficulté par rapport à leur situation de femme, et qu'elles ont quand même obtenu des avancées au niveau des droits, au niveau voilà, on parlait de l'avortement tout à l'heure, on peut être pour ou contre, mais en tout cas c'est la propriété de son corps, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'évolution de ces droits des femmes, avec notamment Simone Veil, etc. Parce que Simone Veil, quand elle est partie à l'Assemblée nationale et qu'elle a défendu le droit d'avortement, il y avait que des hommes dans l'hémicycle. Il a fallu vraiment qu'elle soit convaincante, c'était très dur. Elle a été harcelée, on lui mettait des inscriptions en bas de son immeuble. Enfin, moi, c'est ces enfants qui m'ont raconté. Donc je pense que ces femmes, elles se sont vraiment battues avec leur cœur, elles ont pas eu peur, et c'est bien ce qu'elles ont fait. Mais maintenant, il faut se battre autrement. Et je pense, enfin moi, après chacun fait comme il veut, mais moi, MeToo, c'était très bien aussi, mais je crois que maintenant, MeToo aussi, c'est un peu dépassé. Je pense qu'il faut y aller avec les hommes. C'est une cause commune, ça n'est pas un combat. Mais par contre, c'était très utile qu'elles y aillent dans les années 70 pour justement faire avancer les lois et pour qu'on en soit ici aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire par là. Merci. Je t'en prie. Il y a d'autres questions? Derrière toi, Gabriel. Justement, Valérie, vous avez mis le doigt dessus. C'est vraiment l'idéal d'avancer ensemble, hommes et femmes. C'est l'idéal. Mais, par exemple, dans notre académie, on fait beaucoup de workshops, d'ateliers, etc. On invite tout le monde. Moi, je vous donne juste un exemple. L'impression que les femmes sont prêtes à avancer. Et les hommes, c'est comme s'il y a une petite... Ils sont retenus. On a l'impression, ici, dans notre société, qu'il y a quelque chose qui les retienne. Mais nous, par exemple, moi, j'aime quand les hommes, j'aimerais les inviter dans mes ateliers, dans mes workshops,
pour qu'il y ait toute une mixité, pour que tout le monde parle en même temps. Mais malheureusement, il n'y a que les femmes qui sont intéressées à avancer dans le développement personnel, dans ce que je fais par exemple holistique, dans tout ça, dans l'intelligence émotionnelle, etc. On a l'impression que les femmes, elles ont envie. Vous parlez de quel pays? Mais ici, Vous parlez de quel pays? mais j'ai invité beaucoup d'hommes, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de participants. Vous voulez y aller, monsieur? Je Vous voulez y aller? Moi, je le fais à ma manière. Voilà. Tu vois, voilà, tu as trouvé quelqu'un qui va venir parler. Tu vois? Mais dans nos... C'est le 11 juin. Et vous savez, c'est... Moi aussi, je forme. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que pour en revenir à la librairie, nous on a un club de lecture mensuel. Alors un mois sur deux c'est en anglais, un mois sur deux c'est en français. Donc on choisit, voilà. Donc le dernier livre dont on a parlé c'était Assaut contre la frontière de Leila Slimani. Et en fait, on a constaté, c'est statistique, hein, donc c'est pas une interprétation, que dans l'ensemble c'était plutôt les femmes qui venaient discuter des livres. Et on a quelques hommes, et tant mieux. Mais donc il y a quand même quelque chose qui tient à la parole, à la communication, à l'échange. Et c'est en cela que nous femmes on peut aussi faire évoluer les choses. C'est que les hommes sont un petit peu plus réticents par rapport à ce genre d'événement où on échange tous librement sur ce qu'on ressent, ce qu'on pense, etc. Donc après, je sais pas, c'est juste une observation. Moi je n'ai pas du tout d'interprétation là-dessus, mais vous voyez, je pense que là il y a quelque chose à faire. Justement, pour retrouver une parité, cette fois-ci, intégrer un petit peu plus les hommes à ce genre d'événement, ce serait bien, oui. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, très bien. Eh ben, on a un club de lecture tous les mois, dernier jeudi du mois. Vous êtes le bienvenu. Ah, ça fait 2 rendez-vous là, le 11 Voilà. juin et le club de Vous lecture. allez être bookés. Maintenant, c'est en fonction du livre. Oui. Si le livre m'intéresse, je viens. Bien sûr. Mais on a un panel assez... voilà. C'est tous les mois. Donc on aimerait bien avoir plus d'hommes, justement. Ben oui. Il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres? Ah. Je vais m'en vouloir que je pose cette question, mais tu parlais de MeToo tout à l'heure. Et donc tu sais comment moi je suis artiste pour les femmes, je milite à fond. Mais je pense qu'il y a aussi des femmes qui abusent, qui inventent en fait, qui profitent de ce MeToo, justement pour je sais pas pourquoi, pour surfer sur ça et peut-être pour en tirer profit. Qu'est-ce que tu penses de ces femmes-là? Bah, moi, je ne vais pas penser de ces femmes-là. Je pense que oui, effectivement, il y a des dérives, c'est bien connu. On sait que dans quelques pays du monde, notamment aux États-Unis, les femmes n'osent pas prendre, enfin les hommes n'osent pas monter dans les ascenseurs avec les femmes parce qu'ils ont peur d'avoir des procès pour harcèlement. Il y a des femmes qui sont absolument abominables. Hein. Bien sûr, j'ai jamais dit que les femmes étaient merveilleuses et que les hommes étaient tous affreux. C'est absolument pas ce que je dis. Et justement, j'ai dit que MeToo c'était un petit peu dépassé dans le sens où maintenant, il va falloir peut-être se prendre la main et avancer vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable, où il y a plus de dialogue. Ce livre, en réalité, quand on le lit bien, c'est des histoires d'amour. Hein. C'est que de l'amour. Hein. C'est des histoires d'hommes et de femmes qui tombent amoureux alors que jamais ils auraient dû se rencontrer et que jamais ça aurait dû marcher. Ça parle de dépassement de frontières. Ça parle de tout ce qu'on fait, nous, les femmes, par amour. C'est ça, en fait, hein, c'est ce livre, en réalité. Maintenant, oui, il y a eu MeToo, il y a eu Balance ton porc, il y a eu toutes ces femmes qui ont abusé, mais en tous les cas, je pense que c'est bien si ça a pu un petit peu libérer la parole et si certaines d'entre elles ont pu retrouver une certaine sérénité, tant mieux. Mais moi, je suis contre toutes les formes d'extrémisme, toutes les formes, je pense que c'est un petit peu de l'obscurantisme, je pense qu'il faut vraiment être dans une certaine, un certain équilibre pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. En tous les cas, moi, c'est ce que je défends. Et d'un point de vue politique, tu penses que quel homme, quelle femme peut faire avancer les choses d'un point de vue de la parité? En France, au niveau politique, il y a des femmes qui luttent, hein. Aurore Berger, c'est une femme incroyable
qui travaillent vraiment pour l'égalité, la parité. Il y a de nombreuses avocates qui travaillent aussi dans ce sens. Il y a même des hommes avocats qui sont complètement dédiés à la cause des femmes. Moi, j'en ai rencontré plein. Il y a des gens, maintenant, est-ce que ces gens-là, ils vont surfer sur cette vague? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse? Parce que finalement, quand un pays va mal, quand il y a un problème économique, quand il y a un problème de pouvoir d'achat, ça tombe sur qui en fait? Ça tombe sur les femmes. On l'a vu aux États-Unis avec certains pays où on a enlevé le droit à l'avortement alors que c'était quelque chose qui était acquis. C'est toujours les femmes qui trinquent en fait. Donc, est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui intéresse les femmes? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est pas finalement, on s'en sert pas pour être au devant de la scène, ou bien pour se redorer un blason, ou bien pour se donner bonne conscience? C'est possible. Mais moi, je pense que c'est dommage, parce que plus on s'y intéressera, et plus ça fera avancer cette cause rapidement et dans le bon sens. Et plus tout le monde sera heureux. Et te connaissant, je sais que tu es contre les abus tels qu'elles sont. Et tu penses par exemple de l'affaire Brouet? Comment on parle tous de l'affaire Brouet? Alors, ce jeune homme, c'est mon fils. Merci beaucoup de me poser... Ça fait 2 fois que cette question revient ici. Ouais. Vous savez, c'est très compliqué ce genre de choses. Très, très, très compliqué, parce que tout le monde dit, moi, j'ai mon opinion sur ça. Moi, je ne suis pas la loi. Aujourd'hui, il y a la présomption d'innocence. Moi, je trouve que ce qui se passe, je suis contre ce système qui est finalement comme ce système américain où on jette les gens en pâture sur la scène publique. C'est le tribunal médiatique. Et puis, il est jugé, en fait, avant d'être jugé. Je sais qu'il a annulé ses concerts, je sais qu'il a annulé sa pièce de théâtre, je sais qu'il est dans la tourmente. Mais je sais aussi qu'une femme qui va dire qu'elle a été violée, elle ne peut pas inventer ça. Je pense qu'il y a quand même un certain respect de la parole. Personne n'a envie de dire sur la place publique qu'elle a été violée, en fait. C'est pas quelque chose qui fait plaisir de dire à la France entière, vous savez, j'ai été violée. Moi, je ne suis pas la loi, j'attends de voir le procès. Je trouve qu'il y a eu beaucoup ce genre de choses ces derniers temps. Je trouve que peut-être que ça devrait être fait en huis clos. Et puis laisser la présomption d'innocence, ça me dérange, c'est très dérangeant. Toutes ces histoires, moi, me dérangent beaucoup. Voilà. Si t'attendais à ce que je te dise il est coupable ou il n'est pas coupable, ou bien je dirais jamais ça parce que je ne suis pas ni juge, ni partie, ni avocate. Non. Non, quand même. Bon, alors, n'oubliez pas que demain, c'est la fête des mères. Oui. À bon entendeur. Il y a d'autres questions? Non, c'est tout. Je pense qu'on a, vous avez on a fait le tour. Ouais. Je pense que. Bon, merci d'avoir été là. Merci. Merci. Séverine d'avoir organisé ça. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et bravo, merci à vous de vous être déplacés avec cette chaleur torride. Merci. Et moi, je suis très, très contente d'être venue. À chaque fois que je viens au Maroc, c'est un moment merveilleux. En fait, il y a une certaine sérénité comme ça qui m'enveloppe. Une certaine, j'ai envie de dire, lâcher prise. Voilà. Et c'est vrai que c'est une destination que j'aime beaucoup. On est coupé, on se sent un peu coupé dans un cocon, coupé du monde ici. Ouais. Voilà, merci à vous. Merci.